Donc je laisse la parole à Jean-Christophe Blaise de l'INRS, nous parler notamment des points de consignation et de condamnation des énergies sur les équipements. Je te remercie, Nello. Enfin, puis je serai pas tout seul hein, pour intervenir pour cette dernière intervention. Donc en anglais, c'est last but not least, hein, c'est ça, hein, parce que la sécurité en dernier, il m'a dit bon, non, ça, c'est ce qu'il faut se dire. Hein, ou on garde les meilleurs pour la fin, c'est comme on veut. Hein, c'est notre façon de voir les choses. Donc moi, je vais plutôt introduire pour laisser la place à Essilor qui nous parle de l'application justement de Securafim. Moi, je vais plutôt introduire les problématiques santé-sécurité liées à la maintenance pour arriver justement à Securafim. Mais je remercie encore Nello justement pour la coopération, la collaboration qu'on a eue là, à travailler sur ce guide d'application. Je pense que ça a été enrichissant pour tous les deux, hein, et pour la FIM et pour l'INRS. Et je remercie Claude Pichot également. Alors rapidement, puisqu'il va falloir faire quand même assez rapidement, c'est pas aujourd'hui qu'on a changé d'heure, c'est que dimanche, mais on a une heure de retard, hein, si j'ai bien compris. Donc très rapidement, je vais vous donner quelques données sur l'accidentologie et parler un peu de facteurs de risque. Et puis on va donc aborder ces fameux outils. Ils sont nombreux même au sein de l'INRS. Et puis pas qu'à l'INRS, à la FIM aussi, mais à la PAV. Enfin, on peut citer plein d'acteurs quand même de la prévention des risques professionnels. Je parlerai rapidement du processus de maintenance. Rien que pour ça, on aurait besoin d'une conférence d'au moins trois quarts d'heure, hein, Claude. Hein. D'ailleurs, on peut aborder très rapidement qu'il y a une norme qui est en cours d'enquête sur le processus de maintenance. Et puis on arrivera vers la mise en sécurité d'une intervention où je parlerai rapidement de consignation et un tout petit peu de Securafim. Et je me permettrai de faire une conclusion avant de donner la parole à Essilor sur justement bah, pour aller vers la santé sécurité en maintenance, la conception d'une machine c'est important, machine sûre si possible, mais également l'organisation, j'en parlais un petit peu à la pause, la technique n'est pas seule, l'organisation, la formation sont des éléments très importants. Bon, rien que là aussi, je pourrais presque passer une demi-heure, mais c'est juste pour ce qu'on s'interroge. La maintenance, d'accord, oui, mais ce sont les activités de maintenance. Elles sont nombreuses, elles sont variables, elles sont diverses. Je vous renvoie à l'ED 6129 qui était disponible et qui est toujours disponible sur le site INRS en téléchargement, où nous, on s'est interrogé, mais en s'appuyant sur des documents existants, à savoir c'est quelles sont les activités de maintenance. Elles sont diverses, elles sont variées. On a bien sûr du préventif, du correctif, ce qu'on appelle plus à échelle majeure, avec des gros travaux d'amélioration ou de modification. Mais même dans le préventif, dans le correctif, on a tout un ensemble d'activités qui requièrent des analyses de risque à chaque fois, c'est sûr. On parlera également un tout petit peu de Paris maintenance, certainement. Et à chaque fois, on a des interventions différentes, avec des conditions d'intervention différentes. Alors, on a parlé un petit peu de cycle de vie tout à l'heure. Nous, d'un point de vue santé-sécurité, on le commence à la conception d'une machine, d'un produit. Et effectivement, on parle de transport, d'assemblage, où il y a également des gros problèmes de santé-sécurité, la mise en service, l'utilisation au sens large, que ce soit de la production, de la maintenance, en allant également jusqu'au problème de mise hors service, de démantèlement et les risques qui sont associés. On a parlé tout à l'heure de gaz dangereux lors de la mise au but de produits. Donc très rapidement également, un petit point sur l'accidentologie. Même chose, c'est repris de l'ED qui vient de sortir, l'ED 6129. On a fait une étude donc, de la base de données EPICA qui est disponible à l'INRS, donc les accidents du travail graves et mortels. Sur une période allant de 98 à 2008, on a ressorti 90 accidents mortels sur des travaux qu'on appelle hors production. Et on s'aperçoit que dans les phases de travail, bien sûr, on a bien sûr la maintenance corrective avec l'aspect réparation, où on a 30% des accidents, mais on voit apparaître d'autres phases telles que le nettoyage, telles que le diagnostic, telles que les essais, telles que le débourrage, qui sont des activités où bien souvent, et on le verra tout à l'heure, ce sont des activités où on est intervenu malheureusement avec du maintien d'énergie. Les facteurs de risque, ils sont nombreux dans un accident. Bien souvent, on n'a pas qu'un seul facteur. Hein. Il y a donc des aspects techniques, on l'a dit, organisationnels, humains, bien sûr. De cette analyse d'accident, on peut ressortir, ce qui est logique, s'il y a eu un mort, c'est qu'il y avait de l'énergie, c'est qu'il y a eu 31% d'absence de consignation. Alors c'était moins logique, il y a eu une absence de consignation quand même. Des problèmes de conception machine, la machine qui est mal conçue, donc qui est difficilement maintenable. Des problèmes de connaissances inadaptées, des problèmes de formation, et on peut juste souligner, j'essaie de bouger la souris sans tout faire changer, aussi des problèmes d'erreur simplement de consignation. On croyait qu'on avait bien
consigné, et en fait c'était mal consigné. Donc si on fait le total absence de consignation, erreur de consignation, on arrive déjà à 43%, donc on voit quand même que la consignation est quand même un aspect assez important et assez récurrent dans les accidents mortels, hein. Alors les conclusions rapidement de cette analyse d'accident, c'est que de nombreuses interventions ont lieu hors d'un fonctionnement dit normal, hors de la production classique. Alors bon, c'est vrai que l'automatisation fait reculer, souvent les opérateurs de production sont de simples conducteurs de ligne et sont assez loin des énergies, sont assez loin des phénomènes dangereux. Mais pour du débourrage, par exemple, il faut qu'on aille se rapprocher, il faut qu'on aille voir ce qui se passe, voire même mettre les mains dans la machine. Et puis en maintenance, pour du diagnostic, des choses comme ça, également, on est proche des énergies. Et donc ces interventions se sont réalisées ou ont nécessité le maintien de tout ou partie des énergies en présence sur la machine. Alors il s'est avéré, en fait, ces aspects maintenabilité, on en parlait à l'instant, les mesures de sécurité, elles doivent être adaptées à l'intervention. On a parlé de mise en place d'un carter à la pause à l'instant pour empêcher les gens d'y aller. Bah oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés en dessous du carter parce qu'ils avaient besoin d'y aller. Donc il faut vraiment qu'il y ait une réflexion sur quelles sont les mesures de sécurité adaptées à l'intervention qu'on a besoin de faire. Alors pour ça, l'intégration de ces mesures, il faut si possible qu'elles soient faites à la conception, c'est quand même mieux. La directive machine nous donne des choses. Pareil, si j'avais encore une demi-heure de plus, je pourrais presque faire une journée en fait. Je vous reparlerai de la directive et tout dire, tout ce qu'on peut trouver dans la directive machine en termes de santé-sécurité spécifiquement lié à la maintenance. Et donc en conclusion, quand cette analyse, je le redis, il est essentiel d'identifier ces besoins. C'est pas simple, les utilisateurs n'y pensent pas forcément, les concepteurs n'y pensent encore, je dirais encore moins. Alors si possible, on essaye de faire dialoguer aussi les deux, les concepteurs de machines et les utilisateurs. Alors, bon, toujours pour faire un petit peu rigoler, moi je schématise sur ces trois aspects. Qu'est-ce qui se passe quand on veut intervenir en maintenance? Oui, c'est risqué, il y a des problèmes d'énergie, sécurisation des énergies, hein. Là, il faut sécuriser l'énergie potentielle. Alors, est-ce que c'est bien fait? Ça, c'est un autre problème. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les aspects organisation. Il faut organiser son travail, il faut préparer son travail, avoir les bons outils pour faire le travail qu'on a à réaliser. Et le troisième aspect, ce sont les aspects formation. Les opérateurs doivent connaître les risques auxquels ils s'exposent et connaître les procédures qu'ils ont à respecter et connaître les risques. Alors ça, ce sont des images qui traînent sur le web depuis des années, je ne les ai toujours pas changées, je trouve qu'elles sont sympathiques. Bon, une photo d'une situation réelle, hein. Bon, là, je vous dis, moi, je ne sais pas vous dire si c'est dangereux ou pas dangereux, hein. Oui, il a la tête dedans, mais si c'est consigné à ce moment-là, hein, il n'y a peut-être aucun souci. Il faut analyser, il faut bien estimer les risques et de façon à bien les prévenir et de façon à intervenir de façon sûre. Alors rapidement, je vais vous parler de une refonte de l'ancienne ED 754 sur la consignation, donc ED 6109 maintenant. Là, c'est une diapositive qui est renvoyée aussi à NAPO. C'est des choses qui existent, je ne sais pas si vous connaissez, vous trouvez ça sur le site de l'INRS ou sur le site de l'OSHA. C'est pas mal fait, ça permet d'introduire un peu la problématique. Alors, juste pour vous dire quoi, la consignation, c'est pas une procédure qui est si simple que ça, en tout cas à mettre en œuvre. Les accidents nous le montrent, hein, s'il y a des problèmes d'absence ou d'erreur de consignation, c'est que c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Que la consignation, ça ne se résume pas à une simple condamnation des énergies, hein, on le verra plus tard. La condamnation est nécessaire mais n'est pas suffisante. Il y a des situations de coactivité très fréquentes qu'il faut savoir gérer. Il faut gérer les cadenas, hein, les différentes condamnations, il faut communiquer, il faut préparer, et il faut responsabiliser aussi les gens qui interviennent. Et puis on parle toujours de consignation, on oublie un peu l'aspect déconsignation qui est également très dangereuse, parce que c'est là où on remet en œuvre les énergies, avec pas toujours les bonnes sécurités. Souvent on remet en œuvre d'abord les énergies, et après on remet en œuvre les mesures de prévention, les dispositifs de sécurité qui vont avec. Alors surtout, et là il y a de gros accidents sur la remise en œuvre avec une absence de vue globale sur l'installation. On pense que tout le monde est sorti et en fait on a enfermé dans la cage un de ses collègues. Alors en quelques mots, la consignation c'est quoi? C'est des machines, des appareils, des installations qui sont mis à l'arrêt pour des interventions. Ces interventions-là sont encore à l'origine d'accidents du travail aux conséquences souvent graves.
dû au contact d'un ou plusieurs salariés avec tout un ensemble de phénomènes dangereux qui sont souvent des énergies. Donc il y a des 3 petits points, pièces nues sous tension électrique bien sûr, produits chimiques dangereux, on en a énormément, des pièces mécaniques effectuant un mouvement imprévu, malheureusement ça existe aussi beaucoup, tout ce qui est énergie potentielle, et des fluides sous pression, des fluides divers. Alors, je redis toujours, mais j'ai rien contre l'électricité, bien au contraire. Mais la consignation, ça ne concerne pas que l'électricité. Bien souvent, on parle de consignation électrique et hop, on est tranquille. Non, 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 il y a plein d'autres choses et il y a encore plein de petits risques qui se promènent un peu partout dans une machine. Et donc, dans la majorité des cas, on l'a vu dans l'accident, la victime se croyait en sécurité, mais en fait, la consignation était incomplète parce qu'on n'a pas consigné toutes les énergies, on n'a pas consigné tous les risques. Alors la consignation, c'est une des phases globales de l'intervention. Là, je vais parler très rapidement du processus de maintenance. Même simplement avant la consignation, souvent on a besoin, dans le correctif, de faire un diagnostic. Ce diagnostic peut nécessiter le maintien de tout ou partie des énergies, parce que diagnostiquer une machine à l'arrêt, moi, je ne sais pas trop faire. Après la consignation, on l'a dit, c'est des essais qui doivent être réalisés pour vérifier que ces travaux sont bien effectués. Et puis aussi cette notion de remise quand on remet la machine aux gens de la production, c'est bien aussi de leur expliquer un peu, de communiquer éventuellement sur des modifications, parce que ça peut arriver. Et souvent la maintenance, oublie un peu de dire tiens, au fait oui, on avait changé ça, on a oublié de leur dire quoi. Donc là, ne vous effrayez pas, je ne reste pas jusqu'à 20 heures pour en parler. C'est une représentation schématique un peu du processus de maintenance. La consignation, l'intervention, elle est juste ici. On voit qu'il y a plein de choses en amont, qu'il y a des choses en aval, qu'il y a des relations entre toutes les entités de l'entreprise, que chacun a un rôle à jouer. Et à partir du moment où on va casser un lien là quelque part, il y aura un manque. Il y aura un manque dans le processus. Quel sera son impact? Ça, on ne peut pas forcément le deviner, mais on n'aura pas un processus qui sera réalisé correctement. Voilà, je passe très rapidement là-dessus, sinon je vais y passer beaucoup de temps aussi. Donc pour terminer, la consignation, c'est 4 phases indissociables. La séparation, la condamnation, la dissipation ou la rétention et le confinement des énergies, parce qu'on ne peut pas toujours les dissiper. Et puis il faut vérifier et identifier. Alors, Securafin nous permet de faire tout ce qui est identification, tout ce qui est signalisation, on va le voir juste après, qui permet de bien remplir une de ces étapes. Donc là, je renvoie sur le site de la FIM de façon à avoir plus d'informations. Je renvoie rapidement pour en savoir plus sur le site de l'INRS aussi, où on a toute une rubrique sur qu'est-ce qu'est la maintenance et quels sont les risques liés en maintenance, et vous retrouverez les brochures que je vous ai citées. Et donc pour conclure, on l'a vu, certaines interventions peuvent nécessiter le maintien des énergies. L'identification des risques, et ça j'insiste là-dessus, il ne faut pas non plus se dire tiens, on n'est pas bon, mais c'est pas chose aisée, c'est vraiment compliqué, ça se fait pas comme ça demande de réfléchir. Et donc là je pourrais parler effectivement de Paris Maintenance qui aide à faire cette identification des risques. Et puis pour être efficace, donc les mesures doivent porter bien sûr sur la technique, sécuriser les énergies, ça c'est une chose. Concevoir une machine, ou du moins acheter une machine sûre, une machine bien conçue, ça c'est important. Mais on l'a vu, l'organisation est aussi un point très très important avec l'ensemble du processus de maintenance. Et puis l'aspect humain, avec notamment la formation. Alors on a parlé pas mal de formation initiale aujourd'hui, c'en est une, c'est sûr, mais la formation continue est aussi très importante. Et je rappelle quand même à l'employeur qu'il a l'obligation de former ses employés à son poste de travail et à la santé sécurité. C'est une obligation de l'employeur. Voilà pour ma partie. Ça introduit, je pense, un peu l'aspect consignation, l'aspect dangerosité, et puis trouver des solutions pour bien identifier ces points de condamnation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Christophe pour ton intervention. Des questions? Alors c'est vrai qu'on peut toujours être surpris parce que quand on voit vis-à-vis des habilitations électriques, aujourd'hui on a une nouvelle norme qui est sortie en janvier 2012 sur l'habilitation électrique, la 18510. Les contraintes, elle est structurée, elle est fortement normalisée. Par contre, quand on parle de consignation tout fluide, on s'aperçoit vraiment qu'il y a un vide, aussi bien au niveau normatif, on n'a pas de normes. Les recommandations pour mettre en place des stages tout fluide n'existent pas.
Et là, au sens je pense qu'il y a un véritable travail à faire. Et c'est vrai que souvent, on pense habilitation électrique, consignation électrique, et les techniciens de maintenance qui interviennent sont rassurés. Ben, ils disent oui, ça y est, on peut y aller. Mais on a pu penser qu'il y a un réservoir d'air, il y a de l'hydraulique, il y a des énergies potentielles, quoi. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire important de normalisation sur ce qu'on va appeler la consignation tout fluide, hein, et également mettre en place une norme qui va définir des contenus de formation, des temps de formation. Voilà. Écoute, faut en parler au président de la commission X60, hein. Je sais pas. Nous, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle, notamment avec le collègue Guy Vellit, hein, sur ces problématiques-là. C'est peut-être un de nos futurs axes de travail communs. C'est vrai, il y a un vide à ce niveau-là. C'est pas simple. Moi, je sais que j'ai eu des questions il y a très longtemps de mécaniciens qui nous disaient oui, on autorise les gens à aller prendre des risques en électricité et pas nous. J'ai dit, attendez, vous n'avez pas tout compris quand même quel était le principe. Mais on sentait dans le fond qu'il y avait un manque de ce point de vue-là, qu'il y ait une réelle Ah, connaissance, hein, quand il même, y hein. a obligation de résultat, mais on n'a pas les moyens. Ouais, on n'a pas Ils ne les sont pas moyens. définis. Alors l'habilitation mécanique, pourquoi pas, effectivement, l'habilitation À un tout moment donné, on fluide. a parlé d'habilitation hydraulique, on a parlé de... hein, oui, on sait, on a parlé. Ah, Jean-Christophe Blaise évoquait la question de la commission de normalisation. Alors il a raison. Mettre des sujets de cette nature à l'ordre du jour de la commission de normalisation, j'y suis très favorable pour avoir essayé plusieurs fois. La vraie difficulté d'une commission de normalisation, c'est de trouver l'ensemble des acteurs qui a réellement envie de travailler sur ces questions pour aller au bout. Et jusqu'à ce jour, l'hostilité sur certains sujets a été plus forte que l'envie de faire. Je donne simplement comme exemple, nous allons enfin avoir une norme sur les processus de maintenance. Il aura fallu quand même venir 3 fois en 25 ans sur le sujet pour arriver à trouver le consensus pour écrire une norme qui définit des processus de maintenance, donc à caractère universel, pour sortir enfin de la méthode à 6000, à 10 000, à 1000, pour parler de l'amélioration de l'efficacité. À partir du moment où on aura euh, le consensus, on avancera. J'espère, et je dis je suis heureux de voir que des chiffres confortent les études qu'avait fait la FIM. Vous vous souvenez que la FIM disait qu'il y a 2 causes d'accidents graves et mortels. La première, c'est qu'ils sont écrasés par les énergies résiduelles. Les chiffres d'EPCA disent la somme des deux, pas de consignation ou mauvaise, égale presque 50%, on disait la moitié. Et l'autre moitié, je disais, il tombe, enfin le matériel arrive sain et sauf parce qu'il est manipulé, il est tenu correctement, mais eux ils chutent parce qu'ils ne savent pas voler. Securafilm s'attaque à ça, le consensus sur les consignations mécaniques. Oui, il y a besoin d'un travail. Le problème, c'est que il faut trouver aussi ceux qui ont envie de conduire ce travail. Et là, pour avoir vécu des conflits en tant que président de la commission de normalisation, j'ai dit, je proposerai, d'autres prendront le relais, mais attaquer le sujet aujourd'hui, c'est pas faute d'avoir essayé, j'ai pas encore senti l'envie farouche de traiter ce problème. Et pourtant, il faudra bien qu'on le traite. Alors, Securafilm y participe parce que ça dit il faut s'occuper d'autre chose que ce dont on avait l'habitude de s'occuper par la méthode un peu basique du terrain qui dit rendre visibles les points de condamnation. Mais une norme, oui, c'est difficile. Et la normalisation reste toujours un consensus. Quant à l'idée d'un décret, bon, écoutez, d'abord, faudrait avoir écrit le texte, mais les discussions que je perçois avec les partenaires sociaux euh, au travers de la commission dans laquelle nous sommes, qui est la commission de sécurité de la CNAM, hein, il aura fallu 1 an et demi pour admettre qu'on pouvait passer de retour de bonnes pratiques à peut-être on pourrait écrire une recommandation qui aurait un caractère contraignant pour les acteurs pour parler de quoi? De fournir les bonnes informations en matière de sécurité. Moi je suis prudent, je dis simplement il faut le faire. La question c'est de trouver comment le faire et les consensus pour le faire. oui, je pense qu'il y a un véritable besoin parce que mon collègue de la formation qui est présent là aujourd'hui, Patrick Zuberia, pourrait témoigner des demandes de plus en plus fréquentes sur de la consignation tout fluide. Hein, c'est des choses. Par contre, il y a un vide un peu sur le contenu de ces formations. Bien, on va laisser la parole à Nicolas Tétu. Bah, tu vas être le dernier, Nicolas, à intervenir. Il en faut Nicolas,
il en faut un. Nicolas Tétu de la société Essilor. Essilor, en fait, a opté la démarche Securafim déjà depuis un certain temps. Et donc, il va nous expliquer un petit peu la démarche et le retour d'expérience qu'il en a. Tout à fait, merci Nello. C'est vrai que pour compléter ce qui a été dit jusqu'à présent, les électriciens ont une culture de la consignation. Par contre, les tout fluides, comme on peut résumer ça comme ça, l'ont peut-être un peu moins. Donc je pense qu'au niveau électricité, il y a un passé de respect de la consignation. Par contre, c'est vrai que pour des métiers maintenance qui sont plus généraux, c'est vrai que... Alors, le constat de Jean-Christophe, il est très intéressant, mais il est aussi très inquiétant, parce que voilà, un accident sur deux en maintenance, c'est soit une mauvaise consignation, soit pas de consignation du tout. Donc la FIM a proposé en 2011 une première réponse à ce constat. Donc voici le concept. En fait, le concept, c'est un disque rond de couleur bleue qui est apposé aux différents points de consignation. Alors, c'est en plus quelque chose qui est bourguignon. Donc, bon, on a parlé du produire en France, mais là, on va parler de l'initiative bourguignonne. Donc, Nello était venu vers moi en 2011 pour me présenter la démarche, et tout de suite, j'ai dit bingo, on y va, on fonce, quoi. Donc quand ils sont venus à l'usine, j'ai dit vous venez, je vais vous montrer un peu ce qu'on a et comment on peut avancer. Donc voilà, je reviens sur les constats, mais voilà, la sécurité, c'est une opération de maintenance. Maintenant, l'intervenant ne perçoit pas toujours clairement les points de consignation, il ne les voit pas. Et maintenant, on sait très bien qu'à 2h du matin, le samedi, même si en journée il les verrait, le samedi matin à 2h, voilà, fatigue, pression de la production. Voilà, il y a des choses qui peuvent être oubliées. Il peut y avoir des pléthores d'intervenants. On parle des intervenants de maintenance, mais il y a certaines consignations qui sont faites par les gens de production pour des étapes de nettoyage. On a parlé aussi du nettoyage tout à l'heure, Jean-Christophe en a parlé. Ce sont aussi des opérations à risque. Voilà, donc ça c'est une illustration de la sécurité sur certaines opérations de maintenance. Et puis ma foi, quelques exemples. Donc on voit aussi, voilà, on consigne lequel là? On ne sait pas. On y va, on consigne les deux, on n'en consigne qu'un. C'est joker, c'est jackpot, on ne sait pas. En fait, c'est une armoire électrique, d'un équipement. Alors en haut, le technicien il a fait l'effort, il a consigné. Mais il y a un autre sectionneur en bas. Qu'est-ce qui sectionne ce sectionneur-là? Est-ce qu'il faut que les deux soient consignés? Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait que celui du dessus qui soit consigné? On ne sait pas. Si on coupe le deuxième, on engendre un risque ou on n'engendre pas de risque? Là, je ne sais pas. Enfin, là, on peut envoyer quelqu'un au casse-pipe. D'autres exemples, l'énergie électrique, on l'a dit, tout le monde sait, tout le monde connaît. Mais sur des presses hydrauliques, il y a des vannes à certains endroits. Si vous les fermez pas, vous démontez le flexible, vous prenez 300 barres dans les oreilles. Donc ça, c'est pareil. Hein. Les vannes de consignation d'accumulateurs hydrauliques, peu de techniciens savent, sans qu'on leur ait dit, qu'il y a une vanne en fond d'accu qui permet d'isoler la pression hydraulique. Bon, ça sont des exemples de butées que l'on doit apposer sur des crémaillères. Bon, si on ne met pas la butée, la crémaillère redescend. Et voilà, sur les tables élévatrices aussi. Donc ça, c'est un exemple chez Essilor. Donc avant de descendre sous la table, il faut mettre la béquille. Donc la béquille, on la voit sur le côté, la béquille en jaune. Voilà, ça c'est des exemples d'énergie résiduelle. Avec son propre poids, la table, elle vous écrase. Là, pareil, c'est une protection de tablier de presse. Donc voilà, le moyen d'identification, le disque, Securafim. Donc on en met sur tous les points recensés. Et on assigne une fiche type, vous avez la photo de l'équipement, tout ce que vous voulez mettre en termes de constructeur, numéro de GMAO et tout ça, le nombre de fiches Securafim, parce qu'il peut y avoir
le nombre de disques, de disques Securafim présents sur la machine. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir 10. Mais l'objectif étant que l'intervenant sache, en arrivant sur la machine, ben voilà, pour me mettre en sécurité, je dois en trouver autant que marqué sur la fiche. Et puis aussi, on mentionne quelles sont les causes d'intervention, pourquoi est-ce qu'on peut être amené à intervenir, et surtout, les énergies résiduelles. C'est-à-dire qu'une machine, on a beau la couper, on verra des exemples après, si on la coupe, il peut rester des énergies résiduelles, la pression hydraulique, l'énergie thermique, des convoyeurs qui sont à côté de la machine et qui peuvent redémarrer à tout instant. Il y a une multitude d'exemples sur les risques résiduels. Donc ça, c'est un exemple. Vous voyez, par exemple, sur la presse, il y a 3 disques Securafim. Donc le technicien de maintenance, quand il va intervenir sur la presse, il devra poser 3 cadenas. Il sait, puisqu'ils sont numérotés de 1 à 3, que visuellement, en arrivant sur la presse, il doit en trouver 3. Et s'il a un doute, il peut avoir recours à la fiche Securafim pour être sûr qu'il a bien lu les risques résiduels et qu'il a retrouvé son nombre de disques Securafim. Voilà, donc ça c'est le détail de la fiche. Donc pour résumer, Securafim concerne toutes les énergies, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Les distributions d'air comprimé, les réservoirs, les canalisations, enfin tout, partout où on doit être amené à séparer des énergies pour faire une intervention en toute sécurité. Évidemment, mécanique, thermique, on en a parlé. Mais également des risques un peu plus spécifiques comme tout ce qui est rayonnement ionisant, des sources laser de forte puissance. Alors, physiquement parlant, donc, Securafim est diffusé sous un pack avec des disques, 50 disques, les adhésifs double face et les colliers si vous les attachez sur les tuyauteries, un modèle de fiche et le guide d'utilisation, AFIM INRS, et un CD-ROM avec le logiciel Paris Maintenance. Je ne sais pas si on a déjà évoqué le Paris Maintenance. C'est un logiciel qui permet de réaliser les analyses de risque pour les interventions en maintenance. Donc, chez Essilor, donc on était depuis le début personnellement, j'étais très intéressé par la démarche. Donc pourquoi? Déjà parce que la direction a lancé il y a 1 an maintenant un programme zéro accident sur l'ensemble des 4 sites européens. Donc on a dit que on a acté que Securafim rentrait pleinement dans cette démarche zéro accident, que l'on souhaite uniformiser nos méthodes et surtout que nous avons un nombre important d'intervenants sur les équipements. En maintenance, nous on fonctionne en 6/8, donc on a des techniciens qui tournent 24/24, 7/7, mais également des intervenants de la maintenance, de la production, des supports, de l'engineering, et beaucoup d'intervenants. Donc la petite photo, c'est nos rangées d'études. Vous voyez qu'on a mis des disques sur toutes les vannes, sur tous les arrivées électriques. Donc nous avons mis en place Securafim sur tous les ateliers du site et on a fait un focus particulier sur tous les équipements de production. C'est-à-dire qu'on a pris chez Essilor dans l'idée, dans la démarche, de dire on va focaliser Securafim là où on a des interventions fréquentes et là où on a une multitude de personnes intervenantes. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'intervention sur les réseaux moyenne tension électrique, vous avez des gens qui sont formés, on fait des coupures tous les 6 mois. Et là, on a des gens ce sont toujours les mêmes personnes qui le font. Alors que sur des équipements de production, vous avez un public beaucoup plus large qui est amené à intervenir sur les machines. Donc voici encore un autre exemple, une fiche d'un équipement. Il paraît tout simple cet équipement-là. Il n'y a que 2 disques Securafim, un sur l'air, un sur l'électricité. Seulement si vous ne lisez pas là, une fois que les énergies sont dissipées, vous avez quand même un couteau chauffant à 300 degrés dans la machine et des convoyeurs qui peuvent redémarrer, les convoyeurs d'entrée-sortie qui peuvent redémarrer n'importe quand. Alors, ça a été matérialisé à l'intérieur de la machine. Néanmoins, le technicien, s'il déroule son processus de consignation, en lisant la fiche Securafim, verra que même une fois les énergies dissipées, il reste des énergies résiduelles
via l'énergie thermique et les convoyeurs en mouvement. Et en quelques chiffres, donc nous avons fait 300 fiches équipement, ce qui représente 900 disques à poser sur tout le site, et 15 techniciens, 15 personnes formées, et un déploiement en usine sur 4 mois. Bien sûr, il reste à faire le site de Saint-Apollinaire, qui est le site distant. On a un souhait de rentrer Securafilm dans notre standard équipement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout équipement qui doit rentrer sur le site dans notre processus d'intégration des équipements devra passer par une phase d'apposition des disques Securafilm. Et enfin, nos collègues des autres sites européens ont pris le même engagement que le site de Dijon, à savoir de mettre en place la démarche Securafilm sur les sites de Cézanne dans la Marne, des Battants dans la Meuse et d'OLM, le site en Irlande. Et bien voilà, c'est tout. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Nello, le mot de la fin? Oui. À l'utilisation de Securafilm. Hein? Ouais, tu as raison. Non, c'est vrai. On est d'accord, on est d'accord. Alors, on a deux procédures de consignation chez Silor. On a une procédure de consignation électrique et on a une deuxième qui a été mise en application suite à un accident, notamment à Dijon, où on a une procédure de consignation équipement qui regroupe tous les fluides. Où on a l'air, l'eau, on a maintenant deux procédures de consignation différentes. Mais effectivement, quand j'ai écrit formation, c'est formation à l'utilisation de Securafilm. Ouais. Oui, ok. Ouais. 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 La démarche, elle est assez simple, mais il faut quand même l'expliquer. C'est normal. Une question? Ce que je trouve particulièrement intéressant, parce que ça pose un problème qu'il faudra traiter en matière de conception, c'est quand on regarde là où sont posées les affichettes, c'est-à-dire, grosso modo, on attire votre attention sur le fait que là, il faut faire quelque chose. Hein, donc, on se dit, il faudra bien quand même que celui qui conçoit la machine soit peut-être un peu plus attentif aux problèmes d'ergonomie, parce que quand on regarde où finalement les points de condamnation se trouvent, on se dit, tiens, peut-être que regrouper, avoir une vision des points de condamnation plus regroupés, je dis ça, c'est pas le pire ici, il y a des endroits, il faudra aussi qu'on se pose la question, parce que le jour où on commencera à se poser la question à la conception, eh bien, on fera plus de sécurité facile, parce qu'à un moment donné, il sera plus facile de trouver ces points de condamnation. Là, c'est pas mal, mais on voit quand même que depuis le cahier Botti pour aller attraper celui de l'armoire, il faut de la longe. Ouais. Bon. Donc, mais oui, autrement, nous apprécions, moi j'apprécie particulièrement l'engagement des Silor là-dessus, et je pense que si Silor en est d'accord, nous ne manquerons pas de faire connaître et d'utiliser cela. Pourquoi? Parce que ça, c'est visible. C'est une démarche cohérente, on n'a pas besoin de réinventer l'eau tiède, on peut tous appliquer la même, on peut utiliser les mêmes outils, on utilise une démarche validée par l'INRS. À moins qu'on soit très riche, encore une fois, on pourrait quand même considérer que le travail qui a été fait pourrait être appliqué par tout le monde sans qu'on ait besoin de réinventer l'eau tiède. On est d'accord. Mais encore une fois, effectivement, la conception de l'équipement, tant sur les coûts d'exploitation que sur l'ergonomie, c'est 90%, hein, c'est clair. Mais là aussi, vous êtes exploitant et moi, je vous invite à mettre la pression auprès des constructeurs, notamment dans vos cahiers des charges, parce que lorsqu'on vous livre une machine, c'est que les points de condamnation soient identifiés, avec Securafilm, et également qu'on en fasse un symbole normalisé qu'on puisse utiliser sur les plans et les schémas pour savoir justement les points clés de consignation. D'autres remarques? Eh bien... Très rapide.
rapidement, j'en aurai plein des remarques, mais on rediscutera ensemble, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Des bonnes remarques, hein, n'ayez crainte. Juste, parce que parler de la fiche qui est associée, elle est très très importante. Je crois qu'on est passé un peu vite sur la fiche détaillée, elle est très Oui. très importante. Et non, parce que c'est elle qui va permettre d'avoir toute la réflexion, c'est la clé de tout. Hein. Il faut parler L'étiquette, plus en amont, le disque, c'est vraiment la. Jean-Christophe, en amont, l'analyse de risque. Tout à fait. L'analyse de Tout à fait. risque, je l'affiche. Et la fiche, mais c'était marqué à un moment sur un des slides. L'analyse, maintenance, la fiche, et après on Et la fiche doit être en fait une fiche de poste pour ces aspects consignation. Elle doit se trouver sur la machine. Ouais, c'est le plan de consignation. Voilà, c'est le plan de consignation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, c'est un système qui est fortement normalisé au niveau électrique. D'accord. Mais alors, on peut s'en servir comme référence dans les autres procédures. Et je vous invite à le faire. Mais réglementairement, normativement, aujourd'hui, il n'y a rien d'écrit. Mais ça peut servir de référence. Hein. Le fait d'appliquer la 18510 sur de la consignation tout fluide, je vous invite à le faire, oui, bien sûr. Que celui qui met le cadenas dessus et son nom, qui est un document écrit, notamment si on veut faire une consignation pour quelqu'un d'autre, pour lui dire maintenant, bah vas-y, tu peux utiliser l'installation. Et quand je déconsigne, pareil. Ce qu'on a acté, c'est que les formulaires de consignation étaient obligatoirement remplis et renseignés quand on livrait l'installation à un tiers. Par contre, quand on faisait en maintenance une intervention en interne, c'est le reçu, la signature du technicien et de l'opérateur sur le bon GMAO qui fait la responsabilisation de la déconsignation. Maintenant. C'est une procédure interne. Hein. Oui, c'est l'organisation. Et j'ai oublié j'en parlais à Nello tout à l'heure, le témoignage du technicien à qui j'ai confié la mission. Un matin, il est venu dans mon bureau, il m'a dit Nicolas, je voyais pas ça du tout comme ça. Et maintenant, j'appréhenderai pas du tout une intervention de la même façon que je fais jusqu'à présent. Et parce que toutes les fiches que j'ai été amené à remplir, je me suis posé les bonnes questions. Et maintenant, il a pris conscience. Et en fait, avec le recul, j'ai dit j'ai fait l'erreur de le faire qu'à un seul technicien. En fait, j'aurais dû couper l'usine en morceaux et en faire à tous les techniciens. En fait. Donc, j'aurais un conseil à donner à quelqu'un, enfin un site, une entreprise qui voudrait prendre en charge la démarche. Si on veut vraiment impliquer les techniciens, ce serait à refaire. Je le ferai faire à tous les techniciens. Ouais. C'est ce que Claude appelle le management visuel. Retour d'expérience, j'ai dit il faut de la formation action, c'est-à-dire ce qu'il faut pour t'accompagner, c'est l'équipe qui fait. Et après, il faut recommencer. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont fait, eh ben, c'est eux qui ont fait, et le regard qu'ils poseront, que les techniciens poseront sur la sécurité sera quand même important. Mais ce que Nicolas a dit sur il faut regarder au-delà, il va falloir aussi qu'on s'intéresse à qu'est-ce qu'on rajoute pour faire en sorte que ce qui est à l'extérieur ne soit pas susceptible de démarrer tout seul. Il va falloir aussi qu'on ait une réponse. Alors, je sais pas quelle est la réponse. À l'extérieur, voilà. Et l'analyse de risque faite avant la mise hors énergie. Parce que l'étape de diagnostic et après remise sous énergie de redémarrage et de test, là par contre, aujourd'hui, effectivement, la page est vierge. Hein. Il y a encore un travail à faire sur les interfaces au bout. Je suis d'accord. Mais ça montre bien que c'est quand même un problème complexe. Et rendre visible, moi je trouve, ce qui est intéressant dans l'expérience d'Essilor,
c'est que la visibilité, ça se voit, celui qui rentre dans l'atelier, qui dit qu'est-ce que c'est les étiquettes bleues. Je crois quand même que les étiquettes bleues, tout le monde doit savoir ce que c'est maintenant. Ah bah oui, oui. Et puis en plus, on a donné à chaque technicien, donc ils en ont un à dispo dans la caisse et avec leur nom dessus et avec leur cadenas à clé. Et comme ça, maintenant, voilà, tout le monde sait ce que c'est. C'est bien, merci. Oui. Si, bien sûr. Si, bah si. Ah bah si. Enfin, la consignation, là, mais c'est si on en fait, nous, on a la chance sur nos équipements d'avoir ces moyens de consignation. Ce qui se pose comme question derrière, c'est qu'est-ce qui se passe vis-à-vis du process? Parce que consigner une presse chez Essilor, c'est 3 jours de calage derrière. Donc, vous comprenez bien que le chef d'atelier, quand on lui dit on va consigner, on va réfléchir à 2 fois. Mais moi, on ne réfléchit plus, on coupe. Mais c'est pas facile, parce que le technicien de nuit, quand l'encadrement n'est pas là, il subit la pression des chefs d'équipe et effectivement, c'est plus au niveau. Nous, on a la chance d'avoir des équipements avec des sectionneurs, des systèmes de. On n'a pas rencontré cette problématique-là. Par contre, la problématique de process, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on me demande de couper une machine à vernir, on a remis sur certains endroits des sectionneurs locaux. Parce que couper toute la machine, tel qu'à l'endroit où le sectionneur avait été mis par le constructeur, c'est la folie, quoi. Parce que si le vernis est plus refroidi, au bout de 2 heures, ça pète. Hein. Donc, on ne peut pas se permettre de couper brutalement comme ça. Donc, il y a certains endroits où on a été obligé de remettre des protections. Mais c'était moins contraignant que les contraintes de process. Je ne sais pas si j'ai... Ouais. Et vous avez toujours à la fin de la fiche, le dernier paragraphe, c'est inventaire des énergies résiduelles non maîtrisées par la condamnation. Oui. Donc on peut l'analyser au départ, l'identifier, et si on n'a pas condamné avec Securafilm, c'est de le tracer sur la feuille, ce qui semble important.